Acculé dans la rue, harcelé à l'Assemblée nationale, le gouvernement devrait passer en force dans le cadre du projet de loi retraite. Un recours au 49.3 semble dans les tuyaux, l'occasion d'une opposition très entendue entre La République En Marche et la gauche mélenchoniste. Après avoir fait plus de 2500 morts en Chine, le coronavirus s'installe durablement en Europe. Avec plus de 200 cas recensés, l'Italie a placé une dizaine de villes en quarantaine. Une situation sanitaire qui commence à inquiéter les marchés financiers. Visite historique pour Donald Trump. Le président états-unien est arrivé lundi matin en Inde pour son premier déplacement officiel dans le pays. Une visite en grande pompe avec un double enjeu, améliorer les relations commerciales avec le géant indien et établir un contrepoids à la montée en puissance de la Chine dans la région. Madame, Monsieur, bonsoir. Le gouvernement passera-t-il en force? Alors que le projet de réforme des retraites fait l'objet de blocages parlementaires, le gouvernement devrait se résoudre à utiliser le 49.3. Explication avec Olivier Frère-Jacques. Engager la responsabilité du gouvernement pour faire passer la réforme des retraites, c'est le désormais très probable dénouement d'un conflit social devenu bataille parlementaire depuis quelques jours. En cause, un texte qui serait rejeté par une majorité de l'opinion et qui permet à la gauche de se refaire une santé. Ce texte, c'est la réforme des retraites. Le gouvernement, lui, doit absolument tenir bon pour montrer sa capacité à réformer. Et cela, même si la réforme est complètement dénaturée et n'empêchera pas l'effondrement à moyen terme du système de retraite à la française. Les intérêts de toutes les petites coteries politiques mises de côté, ce qui se joue à présent au Palais Bourbon est le vote ou non du projet de loi portant sur la réforme des retraites. Depuis une semaine, la multiplication des amendements, notamment de la part de la France Insoumise, retarde considérablement l'adoption du texte. Cet activisme parlementaire des mélenchonistes leur permet ainsi de faire passer les autres forces d'opposition au second plan, en usant du mécanisme d'obstruction parlementaire, déposant des milliers d'amendements pour retarder le plus possible l'adoption du projet de loi. Aujourd'hui, plus de 30 000 amendements retardent ainsi les travaux parlementaires. Les 16 élus communistes et les 17 députés de Jean-Luc Mélenchon, en tout 33 parlementaires, pèsent ainsi de tout leur poids grâce à leurs deux groupes. Ce qui fait dire à la majorité que seulement 33 députés sur 577 paralysent les institutions. Des mots exagérément forts de la part de La République En Marche qui rejoue un peu le coup de la prise en otage par une minorité et se place ainsi dans le camp des victimes. En réponse, une quinzaine de députés LREM et des alliés MoDem a ainsi publié une tribune dans un grand quotidien régional dans laquelle ils justifient déjà le recours au 49.3, sans le nommer, menaçant l'opposition d'utiliser les moyens constitutionnels existants pour accélérer l'approbation du texte. Ce fameux 49.3 est une disposition constitutionnelle controversée qui, comme son nom l'indique, se trouve à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Il permet au gouvernement de faire passer un texte sans vote direct, mais en engageant sa responsabilité. L'opposition devra ainsi déposer une motion de censure qui, si elle est adoptée, mettra fin à la réforme et par la même occasion renversera le gouvernement Philippe. Une hypothèse bien peu probable eu égard à la large majorité dont dispose le gouvernement. Cette disposition constitutionnelle permet à celui qui a recours de passer outre la procédure commune du vote de la loi. Elle n'a pas toujours été aussi décriée qu'aujourd'hui. Ainsi, Michel Rocard a largement eu recours au 49.3, puisqu'entre 1988 et 1991, ce Premier ministre socialiste y avait eu recours pas moins de 28 fois, et cela pour pallier les manques d'une majorité très fragile. Certaines personnalités politiques sont favorables à ce mécanisme et le justifient par un hypothétique sens des responsabilités. Lorsqu'il y a un ou deux articles qui créent de l'incompréhension, à un moment, il faut un acte de responsabilité, c'est le sens du 49.3. Paradoxalement, le président Nicolas Sarkozy, qui a parfois été qualifié un peu rapidement d'autoritaire, n'était pas favorable à l'usage de cet outil constitutionnel. J'ai jamais voulu l'utiliser, j'aime pas cette mesure. Quel leader croyez-vous que j'étais? Je suis pas capable de les convaincre. Je suis pas capable d'aller devant les groupes pour leur dire voilà comment il faut voter. À main nue, sans artefact de procédure, uniquement en jouant mon rôle de responsable politique de premier plan. Alors il fallait donc que je dise aux Français que j'arrive pas à convaincre mes parlementaires et que je leur colle un 49.3 sur le nez. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Jamais. Mais si l'on veut comprendre parfaitement ce à quoi correspond le 49.3 politiquement, il ne faut pas hésiter à aller chercher du côté des vieilles ganaches de la vie politique française. Le gouvernement considère qu'un texte est tellement important
pour l'exécution de son programme, qui dit, écoutez, le Parlement, vous n'êtes pas vraiment convaincu de ce texte, mais si vous trouvez vraiment qu'il est très mauvais, eh bien, renversez-moi. C'est un instrument qui permet aux politiques, au pluriel, de prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire, vous critiquez le gouvernement, très bien. Vous ne voulez pas voter cette loi, parfait. Est-ce que vous allez jusqu'à renverser le gouvernement? Prenez vos responsabilités. Prendre ses responsabilités au risque de chagriner une opinion publique assez hostile au texte et de plus en plus remontée contre le mécanisme du 49.3, un mécanisme qui a déjà été utilisé 88 fois depuis le début de la Ve République et très majoritairement par des gouvernements de gauche. Dans les couloirs de l'Assemblée, il se murmure que la majorité pourrait avoir recours à l'article controversé dès mercredi, le jour de la retransmission télévisée des échanges. L'opposition entre la gauche de la gauche et la majorité est naturellement une bataille d'images. Le texte finira, bon gré mal gré, par être adopté, mais les forces en présence veulent en sortir grandis devant la sacro-sainte opinion. Les petites phrases et les slogans sont donc de sortie avec une mention spéciale pour le député LFI Quatennens qui parle du 49.3 comme d'un LBD parlementaire. Éric Coquerel, du même parti, a par ailleurs clairement affirmé que son groupe ferait en sorte de pousser le gouvernement à avoir recours au 49.3. De son côté, le patron des députés de la majorité à l'Assemblée, Gilles Legendre, a dénoncé 700 000 sous-amendements déposés par les mélenchonistes, ce qui est faux. Une guéguerre d'images entre députés qui, eux, n'ont pas de souci à se faire pour leur coquette retraite de parlementaires, mais qui participent du jeu démocratique moderne, fait de coups de com', de slogans et de fausses indignations. Le coronavirus s'installe en Europe. Alors que le virus semblait majoritairement se cantonner à l'Asie, notre voisin italien fait désormais face à une multiplication inquiétante des cas de contamination, de quoi mettre un coup de frein généralisé sur l'économie mondiale. L'Italie, principale victime européenne du Covid-19, avec plus de 200 malades recensés et 5 morts à déplorer, l'inquiétude réside avant tout dans la progression des contaminations. En effet, vendredi, seuls 6 cas déclarés étaient recensés. Ce lundi matin, c'était plus de 200. Face à cette crise concentrée dans le nord du pays, 11 communes ont été placées en quarantaine. C'est donc plus de 50 000 personnes qui vivent désormais dans une Italie endormie. Les écoles et les universités ont été fermées au moins jusqu'au 1er mars. Quant au carnaval de Venise, il a été stoppé dimanche, alors qu'il devait se poursuivre jusqu'à mardi soir. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, se veut toutefois rassurant. Il estime en effet que si les cas ont explosé en Italie, c'est avant tout parce que les autorités sanitaires ont pu fournir suffisamment de dispositifs de test. Il ajoute également que l'Italie est le premier pays européen à faire des examens aussi rigoureux. Pour Walter Riccardi, membre du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, cette explosion de malades en Italie est le résultat de 2 erreurs. La première, l'absence de quarantaine pour les arrivants de Chine, et la seconde, plus intéressante, le fait d'avoir annulé les liaisons aériennes avec l'Empire du Milieu, une mesure qui a uniquement poussé les voyageurs à emprunter des trajets avec escale, ce qui rend impossible la traçabilité des malades potentiels. Par ailleurs, le patient zéro, celui qui aurait importé la maladie en premier sur la péninsule italienne, n'a pas été identifié. Ce lundi matin, un avion en provenance de Rome avec une 60aine de passagers venant de Lombardie, la région la plus touchée, a été bloquée à l'île Maurice. Évidemment, l'installation du coronavirus en Italie n'est pas sans inquiéter les autorités françaises. Jean-Claude Guibal, le maire de Menton, juste à la frontière, a réclamé la mise en place d'un plan d'urgence sanitaire et le renforcement des contrôles sanitaires. Les frontières ne seront toutefois pas fermées. Olivier Véran, le nouveau ministre de la Santé, a en effet indiqué que cela n'aurait pas de sens. Il expliquait dimanche que le pays se préparait à une éventuelle épidémie. 70 hôpitaux supplémentaires ont été activés pour porter à 108 le nombre d'établissements capables de prendre en charge des malades. Pour l'heure, la France compte toujours 12 cas de contamination, mais le décalage des chiffres avec le voisin italien laisse entendre qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus. En effet, l'un des principaux problèmes du Covid-19 est son caractère asymptomatique chez près de 50% des malades qui n'en sont pas moins contagieux. De quoi prouver l'insuffisance des contrôles de température dans les aéroports en l'état actuel de l'épidémie. Au-delà de la crise sanitaire, le coronavirus a également des conséquences économiques lourdes, ce qui le distingue tout particulièrement de la grippe saisonnière. En effet, la mise à l'arrêt d'une grande partie de la Chine, foyer épidémique initial, se répercute dans tous les pays organisés autour de la mondialisation.
Le géant américain Apple a annoncé déjà qu'il n'atteindrait pas ses objectifs pour le premier semestre, une première pour la marque qui communique rarement sur ses ratés. En réalité, le fabricant américain souffre directement de la paralysie du taïwanais Foxconn, le principal fournisseur de composantes électroniques mondiales. Du côté de la finance, l'inquiétude grandit sur les marchés boursiers. Le pétrole a perdu plus de 2 points et arrive à quelques 56 $ le baril, en raison du caractère excédentaire du marché et de la demande chinoise qui chute. L'or semble une nouvelle fois la valeur refuge et voit son cours augmenter. Du côté des compagnies aériennes, la baisse est lourde. Air France a perdu 10 points, à l'instar d'EasyJet et Ryanair. Le cours d'ADP, Aéroport de Paris, a également baissé de 4,5% et les actions Airbus et Safran ont perdu 4 points. Des tendances qui pourraient se renforcer dans les jours à venir, d'autant que de plus en plus de pays sont touchés par le coronavirus. Les premiers déplacements officiels en Inde pour Donald Trump. Ce lundi, le président américain a été accueilli par le Premier ministre indien, Narendra Modi. Une visite stratégique de 2 jours pour contrebalancer la montée en puissance de la Chine dans la région. L'essentiel avec Thibaut Bastide. Tapis rouge pour Donald Trump. Ce lundi, le président états-unien, accompagné de sa femme, Melania Trump, est arrivé en Inde pour une visite d'État de 2 jours. Une première pour le locataire de la Maison-Blanche dans ce pays d'1,3 milliard d'habitants. Et le géant d'Asie du Sud lui a préparé une arrivée en grande pompe. En effet, Donald Trump a été accueilli par le Premier ministre indien, Narendra Modi, à Ahmedabad, dans la région de Gujarat, d'où est originaire le chef du gouvernement indien. Affiche à la gloire du président des États-Unis, partisan acquis à sa cause, des routes et trottoirs réparés et fleuris et des bidonvilles camouflés. Rien n'a été laissé au hasard pour la venue de Donald Trump. Une parfaite mise en scène qui s'est poursuivie par un grand meeting commun dans le plus grand stade de cricket du monde, dont la construction a été achevée pour l'occasion, d'une capacité de 110 000 sièges, puis une escapade au Taj Mahal. Une apparente alchimie entre le président américain et le Premier ministre indien dans un contexte pour le moins délicat entre les deux pays. En effet, de nombreuses tensions commerciales persistent entre les deux géants et Washington s'irrite du protectionnisme historique de l'Inde. Un conflit commercial qui a débuté il y a 1 an lorsque les États-Unis ont retiré à l'Inde son statut spécial comportant de faibles droits de douane, au motif que les entreprises américaines pâtissent de discrimination dans le pays. New Delhi a répliqué en appliquant les droits de douane qu'il avait déjà menacé de mettre en place sur les importations d'acier américain. Ainsi, derrière la mise en scène et la bonne entente affichée, Donald Trump et Narendra Modi pourraient discuter du fond des dossiers alors que l'Inde est un allié stratégique pour les États-Unis en Asie, qui voit en elle un potentiel contrepoids à la montée en puissance de la Chine dans la région. Cependant, la venue du président états-unien en Inde ne devrait pas être l'occasion d'annonces majeures et faute de terrain d'entente à ce jour, aucun grand accord commercial ne devrait être conclu lors de cette visite. En revanche, les deux hommes pourraient s'accommoder d'un accord partiel plus modeste. Celui-ci inclurait une baisse des taxes douanières indiennes sur certaines denrées agricoles. Un enjeu important pour Donald Trump alors que les producteurs laitiers américains, une base électorale clé pour le locataire de la Maison-Blanche, demandent également davantage de débouchés pour leurs produits. Et on passe à présent à l'actualité en bref, c'est avec Olivier Frère-Jacques. Tout va bien selon Nicole Belloubet. Ce lundi matin, le ministre de la Justice a annoncé que 43 djihadistes condamnés en France sortiront de prison cette année. Une soixantaine pourrait l'être en 2021 et 300 d'ici 3 ans. Pas d'inquiétude selon le garde des Sceaux, puisqu'après leur sortie, ils font l'objet d'une double mesure. Un contrôle judiciaire qui assurerait une prise en charge dès leur sortie et des mesures administratives de surveillance. En janvier dernier, le premier à être sorti était Flavien Moreau. Il avait été condamné en 2014 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme à une peine de 7 ans. Il est à présent dans la nature. SOS Racisme soutient le racisme de Yacine Bellatar. Sur Twitter, l'humoriste a comparé le membre du bureau politique du Rassemblement national Jean Messia à un chameau. Une comparaison qui n'a pas plu à ce dernier qui s'est empressé de condamner des propos qu'il qualifie de racistes. Des propos animaliers repris par le président de l'association SOS Racisme, Dominique Sopo, dans une déclaration surréaliste sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen, le député LR Julien Aubert ou encore le journaliste Jean-Michel Apathy ont condamné ces propos alors que le porte-parole de La République En Marche, Laetitia Avia, a aimé le tweet de Dominique Sopo. Jean Messia envisage de porter plainte.
Le procès Fillon reporté alors qu'il devait s'ouvrir ce lundi et jusqu'au 11 mars, le procès des époux Fillon pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux a été renvoyé à mercredi en raison de la grève des avocats. L'ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle de 2017 est accusé d'avoir rémunéré son épouse comme collaborateur parlementaire alors qu'elle n'exerçait pas de réelles fonctions. 3 ans après le Penelope Gate, François Fillon encourt une peine maximale de 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende, tout comme son épouse qui comparaît pour complicité. Cet épisode judiciaire en forme d'acharnement pourrait permettre, dans le meilleur des cas, de demander des comptes aux centaines de parlementaires ayant abusé de fonds publics avec des méthodes analogues. Emmanuel Macron joue le médiateur au Salon de l'Agriculture. Samedi, le chef de l'État a passé la journée auprès des agriculteurs lors de l'ouverture du célèbre salon parisien. Il a tenté d'apaiser les colères de nombreux paysans. Une vingtaine de syndicalistes agricoles l'a interpellé sur l'agribashing dont ils se disent victimes. Par ailleurs, quelques visiteurs ont également adressé des mots peu commodes à Emmanuel Macron à propos de la réforme des retraites, des violences policières ou encore du mouvement des Gilets jaunes. Le chef de l'État a promis de recevoir une délégation dans les prochains jours. Quelques minutes plus tard, Éric Drouet, une des figures du mouvement, a été exfiltré manu militari du salon par des agents de sécurité. Il a été embarqué dans une voiture de police et placé en garde à vue pour rébellion. Un arrêté préfectoral interdisant toute forme de manifestation aux abords de la porte de Versailles avait été pris. Et voilà, on s'approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, le Zoom du jour. Le 6 novembre 2004, 9 soldats français perdent la vie à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Maître Jean Ballan est l'avocat de 22 familles de soldats tués ou blessés. Depuis plus de 15 ans, il mène un combat pour lever le voile sur cette tragédie dont le procès s'ouvre le 17 mars prochain. Mais ce fut d'une manière organisée, concertée par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, par le ministre de la Défense de l'époque, par le ministre de l'Intérieur de l'époque, et peut-être par d'autres personnes, pour que cette enquête judiciaire ne puisse pas prospérer. Parce qu'on n'a pas voulu du tout savoir quelle est la vérité dans cette affaire-là. Ce soir, retrouvez également Politique Éco. Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent l'économiste Philippe Simoneau et le président du comité Trump France, Georges Clément, pour débattre de la question du nucléaire iranien. Tout de suite, mes libertés politiques avec François Billot-de-Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. La mise en œuvre du Brexit par Boris Johnson est une époustouflante leçon de stratégie politique exceptionnellement bien construite et brillamment menée à son terme. À n'en pas douter, le Brexit restera dans la grande histoire. L'Union européenne, nous le savons, s'est construite sur 2 principes concoctés dès les années 50 par ses promoteurs-concepteurs et notamment par le trop célèbre Jean Monnet. Premier principe, ne jamais consulter les peuples et donc les mettre devant le fait accompli lorsque les étapes successives de l'Union deviendront irréversibles. Second principe, mentir systématiquement quant aux conséquences de la mise en œuvre de l'Union en enjolivant systématiquement les côtés positifs et en gommant systématiquement les côtés négatifs. La totalité des réformes structurelles menées par l'Union européenne s'est réalisée sur la base de ces 2 principes. Le peuple européen est désormais prisonnier d'une élite européiste qui continue son travail de destruction des nations avec une ardeur non dissimulée. Et soudain, jaillit Boris Johnson, qui bouscule tout et fait sortir en quelques mois son pays de l'Union européenne. Lorsqu'un certain Nigel Farage, responsable d'un petit parti souverainiste en Angleterre, bataillait de façon isolée pour le Brexit, les élites politiques européennes se gaussaient de ses saillies et l'écrasaient de leur mépris.
Et pourtant, un référendum organisé en Grande-Bretagne il y a quelques années donnait la victoire au Brexit, malgré un pilonnage politico-médiatique inouï en faveur du maintien du pays dans l'Union. L'inconsistante Theresa May, manipulée par Bruxelles, essaiera de tergiverser. Les électeurs, en dépit de ce pilonnage médiatique sans précédent, la renverront sans autre forme de procès et feront émerger Boris Johnson qui bousculera tout sur son passage et fera sortir son pays de l'Union. Cette formidable leçon ne peut que donner espoir à tous ceux qui résistent à la déconstruction des nations. Il était écrit dans le grand livre de l'histoire des idéologues que le monde n'était plus qu'un village multiculturaliste et que les nations étaient bel et bien mortes. Le pape François avait décidé de créer au Vatican, au printemps prochain et pour quelques jours, un grand village mondial multiculturaliste. Avant-goût de l'avènement d'un grand village mondial à l'échelle mondiale. Désolé pour les idéologues mondialistes et pour le pape François multiculturaliste, Boris Johnson montre avec éclat que le souverainisme est toujours bien vivant. Il est d'ailleurs loin d'être le seul, faut-il le rappeler. Nombre de pays d'Europe occidentale, en passant par la Russie, par la Chine, par le Japon et j'en passe, ont bien l'intention de ne pas laisser les idéologues mondialistes détruire leur nation souveraine. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.